projet-programme. Projet-programme, ça veut dire qu'on travaille sur le programme et sur le projet. Quelle est la différence que nous avons faite entre un projet et un programme? Le projet, pour nous, c'est la vision d'ensemble, la société que nous voudrions voir advenir, la perspective historique dans laquelle nous nous inscrivons. C'est la longue durée. C'est ce qui relève de la sortie du capitalisme, de la construction d'une république sociale, d'un socialisme du XXIe siècle, bref, on sait ce qu'on veut, mais disons que c'est la perspective historique dans laquelle nous nous inscrivons, la trajectoire historique dans laquelle nous nous inscrivons. Donc, nous appelons ça projet. Le programme, pour nous, c'est autre chose. Le programme, ce sont des mesures pratiques, opérationnelles, détaillées, chiffrées, qui définissent ce qu'un gouvernement devrait faire à nos yeux une fois que le pouvoir a été conquis. Donc nous distinguons ces deux éléments, le programme et le projet, les deux étant nécessaires. Pourquoi les deux étant nécessaires et devant s'articuler? Parce qu'un parti qui n'a qu'un projet sans avoir de programme tourne, il mouline des grandes idées généreuses, intéressantes certainement, mais il ne peut pas avoir de prise sur la réalité parce que ces idées sont trop générales, trop abstraites, ne s'encastrent pas dans la réalité. Donc, n'avoir qu'un projet n'est pas suffisant. Et de la même manière, n'avoir qu'un programme signifierait être un peu aplati sur le présent et ne pas inscrire les propositions qui sont faites dans une perspective plus vaste, ce qui nuit à la cohérence d'ensemble et ne donne pas l'idée de l'endroit où nous voulons aller et risque de faire apparaître ce travail comme celui d'un catalogue de propositions plus ou moins intéressantes, mais n'amenant pas nulle part, mais quelque part qui n'a pas été défini. Donc, cet effort consiste à articuler ces deux éléments, programme et projet. Les modalités de travail, et ça c'est intéressant parce que si vous regardez la manière dont les partis fabriquent leur projet, leur programme, moi j'y ai participé dans un certain parti, je peux vous dire que ça se fait soit sur le coin d'une table, soit dans des palabres interminables, ou finalement desquelles peu de choses ressortent. Là, ce qui est fait, c'est un peu comme dans le patinage artistique, il y a des figures libres et des figures imposées. Les figures libres, ce sont les gens qui sont dans le groupe. Pour rentrer dans le groupe, il faut s'engager à travailler, évidemment. Ce n'est pas un lieu d'observation où on pourrait observer ce qui se passe, etc. C'est évidemment très formateur, très intéressant, mais c'est un lieu de travail, on y entre pour travailler. Et donc, chacun a un thème, choisit un thème, un ou plusieurs thèmes sur lesquels soit il a de l'expertise, soit il a de la compétence, ou une envie particulière d'approfondir un sujet, et donc les camarades qui sont dans ce groupe, de façon totalement libre, disent ben, moi j'aurais proposé la partie du programme qui concerne, je ne sais pas, la pêche, tout ce que vous. Et ça, c'est sur les figures libres. Les figures imposées, c'est qu'évidemment, un programme qui serait conçu uniquement avec des figures libres risquerait d'avoir quelques petits problèmes de cohérence ensuite. Et donc, il y a des figures imposées, c'est-à-dire qu'il y a une trame, qu'il y a une ligne directrice qui est définie, qui est en cours de définition. Et que cette ligne directrice nécessite de traiter des sujets pour lesquels nous n'avons strictement aucune expertise. Et d'ailleurs, c'est la majorité des sujets où nous n'avons jamais travaillé, nous n'avons aucune expertise, et il nous faut produire quelque chose.
Et donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'un mouvement politique, dès lors qu'il prétend vouloir gouverner, comme c'est notre cas, doit comprendre, connaître les problèmes de la société. Ce qui signifie que nous devons acquérir une expertise dans les domaines pour lesquels nous n'en avons pas. Je prends une question comme la défense nationale, qui n'est pas une petite affaire. Eh bien, quel est le mouvement politique qui peut prétendre avoir une autorité sans évoquer les questions de défense nationale? Donc, eh bien, on se confronte à ces questions. Comment fait-on? Eh bien, on s'adresse à ceux qui ont de la connaissance, de la compétence. On lit, on rencontre des gens pour partager cette connaissance entre nous. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que ça permet aux uns et aux autres d'acquérir une connaissance sur des sujets que, a priori, on n'aurait pas eu l'envie ou le loisir ou la possibilité, tout simplement, d'étudier. Donc, c'est un travail long. C'est un travail long de plusieurs mois, même plusieurs années d'ailleurs. Parce que travailler sur toutes ces questions-là prend du temps si on veut faire les choses correctement. Mais pour nous, ça n'est pas un problème. Parce que nous ne sommes pas confrontés à des urgences politiques ou électorales telles que nous devons absolument produire quelque chose. D'autant que la méthode de travail que nous avons choisie consiste à identifier d'abord les questions principales, ce qui paraît logique. On ne part pas dans tous les sens. Nous essayons de nous mettre d'accord sur les idées principales, et dès lors que nous nous sommes mis d'accord sur les idées principales, nous travaillons ensuite de manière décroissante en termes d'intensité, de préoccupation, d'intérêt, d'urgence, ce qui fait que nous pouvons à tout moment publier quelque chose qui ne sera pas complet, bien entendu, mais qui contiendra l'essentiel de ce que nous avons à dire. Tout ça, c'est du b.a.-ba, c'est tout à fait logique, ce qui nous permet de concilier à la fois la longue durée du travail et une certaine opérationnalité immédiate, parce que nous avons aussi besoin de sortir de textes politiques cohérents, programmatiques cohérents. Donc ça permet de concilier ces deux aspects. La validation que nous avons décidée, c'est une validation d'abord dossier par dossier. Quand un dossier est mûr dans le groupe, ce dossier va être versé à un débat du Conseil national et ensuite aux adhérents. C'est-à-dire qu'évidemment, il y aura validation des différents dossiers programmatiques par les adhérents. Et en ce moment, nous avons 3 productions, 3 textes là qui sont prêts, qui vont, je crois d'ailleurs certains, l'un ou l'autre, déjà sur un forum, je ne sais plus très bien. Il y a un premier texte sur la défense nationale, il y en a un sur la marine marchande, et il y a un autre sur la pêche. Alors, on dirait que ce ne sont pas tout à fait la pêche et la marine marchande les priorités du MPN. Mais dès lors que les camarades qui ont de l'expertise en la matière ont, dans le cas des figures libres que j'évoquais tout à l'heure, décidé de produire sur ce sujet, eh bien nous livrons leur réflexion à tout le monde, de manière à d'abord qu'on apprenne, et que ceux qui ne connaissent pas le sujet, justement l'intérêt de lire des dossiers sur lesquels, qui concernent des sujets qu'on ne connaît pas, c'est précisément de se mettre à la place du citoyen moyen qui n'a aucune raison de connaître plus que nous un sujet comme la marine marchande ou la pêche, mais qui va lire ces documents avec les yeux du bon sens et les yeux de la rationalité, de la logique. Et donc ce qui n'apparaît pas logique, ce qui apparaît trop technocratique, ce qui apparaît trop abstrait,
sera tout de suite signalé par ceux qui ne sont pas familiers du sujet. Et donc c'est un enrichissement. C'est pour cela que des fois, moi je lis des commentaires de camarades qui disent non, mais je connais pas, j'interviens pas sur le forum parce que là on va parler de politique monétaire, c'est trop compliqué, je connais rien, etc. Mais au contraire, ceux qui ne connaissent pas un sujet, d'abord c'est en lisant qu'ils vont le comprendre, premièrement, et deuxièmement, ça permet de faire des textes accessibles à tous. Parce que, évidemment, ceux qui rédigent, en général, sont ceux qui maîtrisent un peu plus le sujet, avec le défaut associé à cette qualité, qui est d'avoir peut-être une écriture trop technique, trop spécialisée, qui rendra le texte assez difficilement compréhensible. D'où l'intérêt de relire avec des yeux neufs, disons, ce genre de document. Et puis il y aura un tour de validation globale, c'est-à-dire que lorsque nous aurons fait l'ensemble du travail, dans un an ou deux, je ne sais pas, il y aura un moment particulier, il faudra voir comment on fait un congrès, une autre formule, je ne sais pas, avec des discussions approfondies sur ce document d'ensemble pour qu'il soit validé. Donc, ce que l'on peut conclure sur la manière, c'est une manière collective. Une manière collective qui permet d'associer tous ceux qui le souhaitent à l'élaboration du projet et du programme. Je vais donc là présenter l'état de cette réflexion, l'état où nous en sommes, et donc vous dire que le choix qui a été fait est le choix de la structure du programme du CLF. Ça n'étonnera personne, je pense. Dans les séances d'hier et d'avant-hier, lorsque nous avons évoqué le programme du Conseil national de la résistance, nous avons rappelé que ce programme comportait deux parties. Une première partie visant à prendre des mesures pour libérer le territoire, et une deuxième partie détaillant les mesures à prendre une fois le territoire libéré. Eh bien, nous avons repris exactement la même structure. Première partie sur laquelle nous travaillons, c'est une partie qui vise à expliquer comment nous comptons nous y prendre pour libérer le territoire dans les conditions d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'assurer, de reconquérir la souveraineté du peuple, la souveraineté nationale. Et la deuxième partie, c'est les politiques, les programmes, les mesures que, à nos yeux, il faut prendre, qu'un gouvernement qui voudrait résoudre les problèmes devrait prendre pour non seulement sortir de la crise, mais sortir du capitalisme, s'engager dans cette logique. Nous avons en plus ajouté, non pas une troisième partie, mais disons une annexe qui est un petit peu comme font les armées, qui font de la programmation, qui font un travail de logistique, c'est-à-dire la mise en œuvre des opérations dans un certain ordre, parce qu'il y a des choses qui doivent être faites avant d'autres choses. Et donc il s'agit, une fois la prise du pouvoir, et même dans le processus de prise du pouvoir, il s'agit de faire certaines choses avant d'autres. Par exemple, la sortie de l'euro nécessite une série d'opérations qui doivent être enchaînées, articulées les unes les autres, dans un certain ordre, pour assurer le succès de l'opération. Et donc, il s'agit pour nous, dans cette annexe, de voir dans quel ordre il faut faire les choses. Pourquoi prendre la peine de faire cela? Parce que, d'abord, pour première raison, c'est qu'il peut y avoir des événements, il y a toujours des événements imprévus. Et donc, il faut être prêt à l'imprévu. L'imprévu, c'est quoi? L'imprévu, ça peut être une dissolution de l'Assemblée nationale. Ça peut être, et une nouvelle majorité tout à fait inattendue. Ça peut être la révocation du président de la République ou sa démission. Ça peut être une insurrection. Il peut se passer des tas de choses.
Et il faut donc être prêt à proposer des mesures, parce qu'on a réfléchi à froid à la situation. Et les mesures à prendre, donc, réfléchies à l'avance, vont permettre d'avoir des scénarios et d'envisager toutes les hypothèses qui peuvent se présenter. Donc, une annexe dans laquelle on va travailler sur l'ordre des opérations, avec des délais, avec etc. Alors, je vais donner quelques éléments sur ces deux parties, sur cette annexe. Donc, la première partie, je disais, c'est une partie qui est consacrée, qui s'appelle, pour l'instant, tout ça n'est que provisoire, bien entendu, qui s'appelle reconquérir la souveraineté nationale. C'est-à-dire, par quel processus, par quelles actions le BNP veut agir pour prendre le pouvoir avec d'autres, évidemment. Nous sommes une force politique dont l'objet est notamment la prise du pouvoir, l'exercice du pouvoir. Et donc, cette partie a vocation à expliquer le processus de prise du pouvoir tel que nous l'imaginons. Et elle doit donc traiter en priorité les questions idéologiques et politiques. Ça n'est pas une partie programmatique, c'est une partie idéologique et programmatique et politique. Pourquoi? Parce que la prise du pouvoir, c'est-à-dire la construction d'une majorité sur le projet que nous défendons, ne peut se faire qu'en identifiant les blocages dans les têtes, et donc la possibilité de créer une dynamique victorieuse. Alors, quels sont les éléments sur lesquels nous sommes en train de travailler? Il y a une première sous-partie qui va consister à répondre à la question « Pourquoi reconquérir la souveraineté nationale ?» Alors, cette question à laquelle il faut donner des arguments, nous avons déjà dit pas mal de choses sur le sujet, mais on voit que c'est un blocage important dans les esprits, puisque beaucoup de gens soit ne sont pas d'accord pour reconquérir la souveraineté nationale, au motif qu'ils considèrent que les nations sont le ferment du nationalisme, et voire des guerres, de la haine entre les peuples. Donc, compte tenu de cette opinion, ils sont contre. Car il faut lever ce blocage. Et puis d'autres disent ben, on aimerait bien, mais on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut plus, parce qu'il y a l'Europe, il y a la mondialisation, il y a ceci, il y a cela. Et donc il s'agit de réexpliquer pourquoi reconquérir la souveraineté nationale. Ce qui passe par un travail de redéfinition de la souveraineté nationale, avec ce qui est associé à tout cela. Parce qu'on s'aperçoit quand on discute avec les uns et les autres qu'il y a des oublis, des méconnaissances qui empêchent le raisonnement. Par exemple, qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce que la République? Qu'est-ce que la citoyenneté? Qu'est-ce qu'une frontière? Quelle différence entre souveraineté nationale et souveraineté populaire? Ce sont des questions simples auxquelles nous devons apporter des réponses simples. Simples, mais argumentées. Argumentées en puisant dans l'histoire et en montrant les réalités d'aujourd'hui. Parce qu'on entend des choses invraisemblables sur ces différents sujets. Donc, là, c'est de nous armer idéologiquement pour mener le combat idéologique sur ces questions centrales que je viens d'évoquer. Ensuite, il y a un autre lieu commun que nous entendons régulièrement. Est-ce que revendiquer la souveraineté nationale, c'est du souverainisme ou du nationalisme? Beaucoup de gens, et à gauche en particulier, les gens de gauche qui contestent notre analyse, nous resserrent ce plat régulièrement, bêtement d'ailleurs. Alors, il faut un argumentaire
que nous avons déjà développé, on ne part pas de rien évidemment, pour expliquer déjà l'origine du mot souverainisme. D'où ça vient un souverainisme? Qu'est-ce que c'est le nationalisme? D'où ça vient? Quelles sont les définitions de ces notions? Quel est leur parcours dans l'histoire? Comment ces notions ont cheminé? Et quel est leur usage aujourd'hui dans la bataille de qui utilise ces armes contre nous? Donc voilà un deuxième travail. Ensuite, est-ce que la revendication de la souveraineté nationale est compatible et souhaitable avec la mondialisation, avec l'Union européenne? Et donc des explications, encore une fois, sur les raisons pour lesquelles la souveraineté nationale a été perdue. Pourquoi? Comment? Quand? Qu'est-ce que la mondialisation? Encore une fois, nous avons déjà travaillé dès le début du MPEP, évidemment, puisque c'est au cœur de notre problématique. Donc là-dessus, je ne dirais pas que nous avons tout dit, mais nous avons largement avancé. Qu'est-ce que la mondialisation? En démolissant les mythes, les rideaux de fumée, les diversions multiples qui sont lancées en permanence pour obscurcir la perspective. Quant à l'Union européenne, est-ce que c'est compatible la souveraineté nationale avec l'Union européenne? Eh bien, il faut là aussi que nous resservions nos argumentaires autour de la nation, autour de la région. C'est-à-dire quel est le rôle des régions pour l'Union européenne, comment l'Union européenne veut modifier l'organisation politique de l'Union européenne à partir des régions, des euro-régions. Et puis le fédéralisme, qu'est-ce que c'est que le fédéralisme? Et en général, les principes, et puis dans l'histoire, quelles sont les structures fédérales qui ont existé ou qui existent toujours, et qu'est-ce que c'est que le projet fédéraliste européen s'il en existe un? Ensuite, nous montrerons que la souveraineté nationale est un prérequis pour sortir de la crise. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute comme ça par fantaisie ou par œillère ou par dogmatisme. La reconquête de la souveraineté nationale est la condition pour sortir de la crise. Il ne peut pas y avoir de sortie de crise sans reconquête de la souveraineté nationale. A fortiori, il ne peut pas y avoir de sortie du capitalisme sous une forme ou sous une autre, sous forme de processus, sans reconquête de la souveraineté nationale. Donc, une argumentation pour repréciser tout cela. Et donc, ça nous donnera l'occasion de préciser un petit peu ce que nous entendons par société post-capitaliste et socialiste du XXIe siècle. On a déjà dit beaucoup de choses sur le sujet. C'est l'occasion de faire un texte avec plus de force et plus de cohérence sur le sujet. Et puis, dans cet ensemble, également, nous montrerons que c'est la reconquête de la souveraineté nationale qui est la condition pour construire un nouvel ordre international. Parce que l'ordre international actuel, la mondialisation, repose sur les principes, les valeurs des classes possédantes, avec leurs institutions, leurs médias, leur culture, leur langue, l'anglais, etc. Et qu'il s'agit pour nous d'imaginer, de réfléchir au nouvel ordre international que permettrait une succession de reconquêtes de souveraineté nationale par les pays qui sont aujourd'hui englués dans la mondialisation et dans le système de domination mis en place par les classes possédantes. Une deuxième sous-partie qui traitera qui répondra à la question suivante: comment reconquérir la souveraineté nationale? La première sous-partie, c'est pourquoi il faut reconquérir la souveraineté nationale. La deuxième partie, c'est comment reconquérir la souveraineté nationale. Première chose évidente,
en construisant un mouvement populaire, en construisant une dynamique populaire. Cette dynamique populaire doit porter cette idée. Elle doit pousser les partis et les syndicats. Autrement dit, nous n'attendons rien des partis et des syndicats. Nous attendons tout du peuple, des citoyens, qui feront par leur mobilisation pression sur les partis et les syndicats. Donc notre problème, c'est comment nous y prendre pour provoquer cette dynamique populaire. Il nous faut faire un inventaire de la géographie politique, aujourd'hui les partis, analyser l'UMP, analyser le Parti Socialiste, ce que les gauches, pas de gauche, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le Parti Socialiste. Le Front de gauche, qu'est-ce que c'est cette forme politique? Le nouveau Conseil national de la résistance, pour lequel nous sommes alliés avec nos amis du Club français de la France et du RCF. La gauche, la question de la gauche, qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle n'est plus, qu'est-ce qu'elle pourrait être. Bref, une interrogation sur d'ailleurs ce que pensent les gens, parce que quand on regarde les études d'opinion, d'ailleurs on sortira, je pense, dans quelques temps les études d'opinion sur le sujet, et je pense que certains seront surpris. Et donc, comment, à partir de cela, le LPEP s'insère mieux dans le paysage politique. Ensuite, la question qui vient naturellement, c'est comment aider la population à s'emparer d'un programme de démondialisation. Et donc, les piliers de l'ordre néolibéral mondial, hier je parlais de 3 piliers, on peut en ajouter un ou deux de plus, ce sont les boîtes à idées, les think tanks, notamment anglo-saxons, les grands médias, les firmes multinationales, les organisations multilatérales et les États. Donc comment on sape les piliers de l'ordre néolibéral mondial pour le faire tomber, c'est-à-dire comment on démondialise. Ensuite, on fait la liste des compétences à reconquérir, c'est-à-dire la souveraineté nationale n'est pas un slogan abstrait. Elle doit s'incarner dans des prérogatives, dans des compétences reconquises sur l'Union européenne, sur l'OMC, sur les institutions multilatérales. Et donc, on a commencé à faire une liste de sujets, de compétences à reconquérir, la souveraineté institutionnelle et politique par rapport aux traités internationaux, la souveraineté militaire, la souveraineté monétaire et budgétaire, la souveraineté industrielle, la souveraineté commerciale, sociale, économique, environnementale. Bon, voilà, ça fait un paquet quand même de sujets. Et puis, une dernière sous-partie qui est la suivante, développer la coopération entre États souverains. Alors pourquoi cette partie? Parce que les mauvaises langues, qui sont nombreuses, nous assimilent, nous et ceux qui luttent pour l'indépendance nationale, à des gens étriqués qui veulent se replier sur le territoire national, qui sont nationalistes, c'est-à-dire quasi xénophobes, voire même racistes, des gens dangereux qui finalement sont pour la guerre des peuples les uns contre les autres, parce que les nations, c'est le nationalisme, donc c'est la guerre, bref. Et donc, des gens qui ne voient pas le monde, qui ne pensent pas le monde. Or, c'est exactement l'inverse, parce que le monde aujourd'hui est dominé par la pensée néolibérale, par la culture néolibérale, par les valeurs néolibérales, qui sont les cultures, les valeurs, les intérêts des classes possédantes. Point. C'est cela qu'il faut abattre. Et par conséquent, le monde que nous voulons reconstruire ne peut se concevoir qu'à partir d'États souverains qui se sont libérés des cultures, des intérêts, des valeurs des classes possédantes et qui réinventent ou inventent des relations d'un type nouveau entre les peuples, entre les nations.
l'internationalisme aussi, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences, etc. Et autour de cela, nous allons réfléchir à une nouvelle diplomatie pour la France. Quelle diplomatie la France doit-elle avoir? Il est vrai que jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas préoccupés de la diplomatie. D'ailleurs, dans les mouvements, alors, je ne pense pas que le MPEP se qualifie de mouvement d'extrême gauche. Personne n'a jamais dit cela. Certains nous qualifient d'extrême gauche. Nous ne sommes pas d'extrême gauche. Mais dans l'extrême gauche, ou dans ce que certains appellent la gauche de gauche, tout ce que vous voulez, la diplomatie, c'est la dernière roue du carrosse. C'est même, pour certains, assez indécent de parler de diplomatie, parce que je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Mais pourquoi? Parce que la diplomatie, elle est associée à la nation. Seules les nations souveraines peuvent avoir une diplomatie. Et quel est le but d'une diplomatie? À quoi sert la diplomatie? Quelles sont les alliances, les axes diplomatiques que nous devons développer? Donc on va réfléchir, on ne l'a pas encore fait, mais on a écrit qu'on le ferait, que nous allons donc travailler sur la diplomatie. Est-ce que l'Empire, c'est-à-dire les États-Unis, sont démunis de diplomatie? Dès lors que l'adversaire politique, idéologique, économique, que sont les États-Unis, a une diplomatie, il faut se demander pourquoi. Et si l'adversaire a une diplomatie, ben, il faut que le dominant, la force dominante, si elle a une diplomatie, il faut que les forces dominées réfléchissent elles aussi à la diplomatie qu'elles vont mettre en œuvre. La diplomatie, d'ailleurs, étant reliée à la politique de défense à l'Angleterre. Ensuite, nous allons réfléchir à... alors là, nous avons une formule, on a eu une discussion très intéressante qui a abouti à une idée qui est pour l'instant un peu stabilisée, qui est la suivante. Le multilatéralisme est notre objectif. S'il n'est pas possible, nous aurons recours au bilatéralisme par des décisions unilatérales. Voilà. C'est-à-dire que, pour nous, dans notre perspective universaliste, internationaliste, ce sont bien des accords multilatéraux que nous privilégions. Les accords multilatéraux, cela veut dire que nous voulons que des nations se rassemblent et se mettent d'accord sur un certain nombre de choses dans le domaine social, dans le domaine militaire, dans le domaine environnemental, dans le domaine de la recherche, etc. Ça, c'est le multilatéralisme, ce sont des accords multilatéraux. Nous préférons cette formule, mais nous ne sommes pas enfermés dans la formule, parce que sinon nous serions en contradiction avec ce que nous disons par ailleurs, qu'à l'échelle européenne et à l'échelle internationale, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'accord multilatéral sur, évidemment, des contenus avancés, bien entendu. Et donc, à défaut d'obtenir des accords multilatéraux, nous prendrons des décisions unilatérales et procéderons à des accords bilatéraux, c'est-à-dire des accords avec des pays, de pays à pays, entre deux pays, la France plus tel ou tel autre pays. Et donc nous nous appuyons dans cette démarche sur un certain nombre de documents de fond. La déclaration de Cocoyoc, qui a été validée là comme texte de référence du MPEP. La déclaration de Cocoyoc, c'est le premier texte, pour ceux qui ne connaissent pas, qui traite des questions environnementales qui datent des années 70. Michel Marchand, qui pourra peut-être intervenir tout à l'heure. Donc un document de fond, une référence pour nous, la déclaration de Philadelphie au lendemain de la guerre, la charte de la Havane de 1948, le droit international, en tout cas ce qui en est aujourd'hui, l'ONU, qui n'est pas une instance multilatérale, mais qui ne fait pas partie des piliers de l'ordre mondial, c'est autre chose, l'ONU. Et donc l'articulation du multilatéralisme et du bilatéralisme et les processus de déconnexion, de découplage, de démondialisation, c'est-à-dire de sortie des instances multilatérales qui assurent la domination
du système néolibéral, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OTAN, l'OCDE, l'Union européenne. Et donc, nous allons développer ensuite une réflexion sur le double système international qui résultera de cette évolution. Évidemment, nous parlons des décennies à venir, mais aussi des années à venir, pas simplement des décennies. Par exemple, quelle diplomatie, quelle relation avec les BRICS? Autrement dit, la France, qui est aujourd'hui liée par sa diplomatie, par ses choix politiques aux États-Unis. Est-ce que la France, dans une nouvelle diplomatie, doit ou ne doit pas se rapprocher, et si oui, de quelle manière, pourquoi faire des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud? Dans quelle perspective pour rééquilibrer les rapports de force internationaux? Et puis, il y a également l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les alternatives. Est-ce que la France, par exemple, doit demander à entrer dans l'ALBA? C'est une question. Est-ce que la France doit demander à participer à la monnaie commune de l'ALBA, qui est le sucre? Voilà des sujets sur lesquels, d'abord, nous devons apporter de la connaissance au public, parce que beaucoup de gens ne savent strictement rien de tout cela. Nous avons une fonction, disons, d'apprentissage, d'information, mais en même temps une fonction évidemment politique. Alors, ensuite, tout le monde, enfin, un certain nombre de forces politiques, dont nous faisons partie d'ailleurs, parlent de coopération avec les peuples. Mais rares sont ces organisations qui précisent des coopérations. Pourquoi faire? Sur quoi? On coopère, d'accord, le principe est tout à fait sympathique, mais ça se traduit par quoi? Et donc nous avons listé une série de sujets qui nécessitent de la coopération bilatérale et multilatérale: les énergies, le commerce des biens et des services, la culture, les matières premières, l'immigration, les sciences techniques, militaires, industrie, militaire, financier, éducation, recherche sociale, tourisme, environnement, transport judiciaire, fiscalité, santé. Bon, voilà, c'est-à-dire si on noue des coopérations bilatérales et multilatérales, ce sont des coopérations qui portent sur des objets précis. Si on prend la question des transports, par exemple, qu'est-ce qu'on veut régler comme problème dans le domaine des transports dans un cadre bilatéral ou dans un cadre multilatéral? Et puis nous allons aussi, et c'est le dernier point pour la deuxième partie, nous allons réfléchir aux transitions. Les transitions, c'est-à-dire le temps qui se passe entre le temps pour mener cette bataille et le temps pour faire basculer le pouvoir. Alors, les transitions, c'est-à-dire la question du capitalisme régulé. Disons pour ceux qui ont une culture politique ancienne, c'est ce qu'on appelle les États. Les États dans le mouvement, disons, dans le mouvement de gauche, le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, communiste, il y a dans l'histoire, entre le système capitaliste et le communisme rêvé, ou le socialisme rêvé, certains pensent qu'on peut y arriver tout de suite, d'autres considèrent qu'il faut des États. Et donc, le parti pris qui est le nôtre pour l'instant est de considérer qu'entre le moment d'aujourd'hui et le socialisme du XXIe siècle, qui pour l'instant nous agitons comme un petit chiffre rouge, mais que nous n'avons pas encore suffisamment précisé, nous sommes plutôt sur la pente de considérer qu'il y a des étapes à franchir. Et qu'il s'agit donc d'un processus de démondialisation, un processus de sortie du capitalisme qui passe par des ruptures qui doivent être identifiées et clairement identifiées pour, par exemple, passer du capitalisme actuel à un capitalisme régulé, c'est-à-dire déjà moins sauvage, première étape, par exemple. Qu'est-ce qu'on entend par post-capitalisme et qu'est-ce que le socialisme du capitalisme? Donc voilà l'état de nos réflexions sur cette première partie, qui est la partie idéologique, notre combat idéologique pour fabriquer
une majorité d'idées dans la perspective qu'est la budget. Et donc la deuxième partie, je serai plus bref, concerne donc un programme qui permet non seulement de sortir de la crise, mais de s'engager dans la voie de la construction d'une république sociale ou d'un socialisme du XXIe siècle. On verra les appellations définitives le moment venu. Et donc, on se place dans cette partie délibérément dans l'hypothèse où il existe un gouvernement qui applique le programme du MPEP. Et donc, avec ou sans le MPEP, si un jour nous connaissons cette situation, et donc, que fait concrètement ce gouvernement? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Donc, on se met dans la peau d'un gouvernement qui appliquerait le programme du MPEP, et là, on écrit un programme. On écrit un programme, c'est-à-dire, que faut-il faire pour résoudre les problèmes? Et donc, première chose à faire, répondre aux besoins de la population. Voilà. Pour nous, c'est ce que doit faire un gouvernement LPEP, inspiré de LPEP, qui doit résoudre les problèmes, répondre aux besoins de la population. Ce qui nécessite de définir la notion de besoin, parce que là aussi, c'est une notion que tout le monde utilise, mais sommes-nous sûrs de mettre le même contenu derrière le mot? Et sommes-nous sûrs d'identifier toutes les conséquences pratiques, politiques, juridiques de cette notion de besoin? Qui définit les besoins? On sait que le marché règle la question de manière extrêmement simple. Il n'y a de besoin que solvable. C'est tout, c'est simple. Solvable, ça veut dire celui qui a de l'argent, il peut répondre à ses besoins. C'est simplissime. Mais comme nous sommes contre la société marchande, il faut trouver d'autres modalités pour identifier les besoins que la seule détention d'une richesse. Donc les questions sociales, évidemment, en premier, la suppression définitive et totale du chômage et de la précarité, c'est la première chose. La sécurité sociale, reconstruction complète de la sécurité sociale, les services publics, même chose. Ensuite, les questions environnementales, une liste de sujets, mutation écologique des modes de production et de consommation, économie d'énergie, transition énergétique, etc. Il y a un gros programme qui va jusqu'aux nanotechnologies, etc. Sujet sur lequel nous devons réfléchir, bien évidemment. Troisièmement, la question de l'État. La question de l'État, de la fonction publique, du secteur public. Qu'est-ce que c'est que l'État? Comment on veut le transformer, en faire l'instrument des classes populaires? La fonction publique, le secteur public, les financements publics, la fiscalité, les prélèvements sociaux, les financements monétaires, les circuits, l'aménagement du territoire, la culture, les questions de société. Et puis une deuxième sous-partie qui porte sur les moyens économiques, financiers, monétaires. Une grosse partie sur les moyens monétaires, la sortie de l'euro, la souveraineté monétaire, la nationalisation de la Banque de France. Bref, on reprend là des travaux qui ont déjà été faits, mais on remet tout sur la table, c'est-à-dire qu'on réarticule tout cela, les argumentaires, etc. Et puis ensuite les moyens financiers, c'est-à-dire comment on démantèle les marchés financiers, la réforme des banques, l'annulation de la dette publique, les nationalisations du secteur bancaire et des assurances, le dépérissement de la bourse, etc. Les moyens économiques, enfin, la relance de l'industrie, la relocalisation, la recherche et l'agriculture. Troisième sous-partie, les moyens institutionnels et démocratiques. Là aussi, toute une série de sujets d'importance, parce qu'il y a dans cette affaire le contrôle de l'économie, c'est-à-dire une nouvelle économie administrée, une nouvelle constitution. Il faut sortir de la Ve République, il faut un processus constituant, il faut démocratiser les organisations productives, c'est-à-dire que le système hiérarchique en vigueur dans les entreprises
doit être remplacée par autre chose. La question de la planification démocratique, la recherche, les modes de scrutin. Est-ce que les modes de scrutin actuels sont les meilleurs? Est-ce que, en passant de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, jusqu'aux élections des conseillers généraux, etc. La question du tirage au sort, oui, pour, oui, non, les arguments pour, les arguments contre. Les questions de démocratie participative et représentative, parce que là aussi, les tas de gens ont ça à la bouche, du matin au soir, il faut de la démocratie participative. D'accord, on est tout à fait d'accord. Mais quoi? Comment? Où? Comment? Quand? Donc, comment on précise tout cela? Est-ce qu'on conserve le régime présidentiel? Est-ce qu'on conserve le Sénat? Est-ce qu'on conserve le Conseil constitutionnel? Quid de l'opération, de la vaste opération de décentralisation, concentration en réalité? La question des libertés syndicales, la laïcité, la liberté d'association, la liberté d'expression, le financement des partis des syndicats, l'organisation des citoyens, le statut de l'élu, le cumul des mandats, la parité, l'égalité. Bref, il y en a qui, on n'a pas fini. Sauf que sur beaucoup de sujets, nous avons déjà, depuis 6 ans, nous avons déjà beaucoup écrit. Et on va réinjecter tout ce que nous avons écrit là-dedans, mais on le repasse au tamis, on le remet sur la table et on rediscute. Et puis ensuite, les questions internationales et européennes. Donc la question de la sortie de l'Union européenne, du FMI, de la Banque mondiale, etc. La question des mesures protectionnistes à prendre dans le cadre de la charte de la Havane, les coopérations libres avec les peuples et les nations d'Europe et du monde, les alliances stratégiques, la défense, l'arme nucléaire, la politique étrangère, les nouvelles ordres mondiales, le franc CFA, le désarmement, le développement, l'ONU, les guerres, la matière première, droit d'argent. Les médias. Les médias, comment on nationalise ce qui doit l'être, charte des journalistes, comité de pluralisme, Internet, agence de passeport, je passe. Voilà pour la deuxième partie. Je termine maintenant sur l'annexe. Je vous disais que l'annexe, c'est la mise en œuvre chronologique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un ordre pour faire les choses? Pardon? Par quoi commencer? Par quoi commencer? Sachant que cet exercice n'est qu'une modélisation, c'est-à-dire un exercice purement d'intellectuel qui n'a strictement aucune chance de se réaliser selon le plan. Mais ça donne un cap. Ça donne un cap. Et qu'est-ce qui fait que ça ne se passera jamais comme prévu? C'est qu'il y a l'irruption nécessaire du peuple et que les luttes sociales font que toute modélisation est vouée finalement à autre chose, ne peut pas être. Mais elle donne un cadre d'analyse qui nous permet de nous adapter. Alors, nous avons découpé pour l'instant cette réflexion en 3 sous-ensembles. Le premier sous-ensemble, c'est avant une victoire électorale. Avant une victoire électorale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous privilégions une victoire électorale d'une coalition politique qui porterait le projet qui est le nôtre, plutôt le CNR, que nous envisageons actuellement. Et ce qui doit être envisagé, c'est que plus on approche de l'échéance électorale dans le schéma actuel, c'est d'abord l'élection du président de la République et ensuite les élections législatives. Si cette coalition électorale gagne des points dans l'opinion publique, traduit par les sondages, traduit par la foule qui se presse dans les meetings de cette coalition politique, etc., eh bien, il y a les classes possédantes, les grands médias et leurs agents médiatiques vont commencer des opérations de déstabilisation avant même l'élection. Ben, tout ça, c'est les arabes de la politique. Ils vont essayer de déstabiliser les provocations, tout ce qu'on veut. Tout est possible. Les grands médias seront mobilisés pour cela. Et puis, il y aura de l'agitation sur les marchés financiers, parce que là, évidemment, si la bourse a été totalement encéphalogramme plat
quand il y a eu l'élection de François Mitterrand, parce que François Mitterrand ne fait peur à personne. Comment François Hollande. François Hollande. Si cette coalition politique qui a nos faveurs avait un poids tel qu'il y aurait un risque de victoire, il y aurait une grosse agitation sur les marchés financiers qui ajouterait à la panique des rentiers ou des gens qui se croient rentiers, etc. Il y aurait une fuite des capitaux. Il y aurait des provocations de tout ça. Donc, c'est avant l'élection, qu'il faut prendre des mesures. Ce sont des mesures extra-légales, forcément, puisque nous n'avons pas le pouvoir d'État encore. Il y a des choses à faire en dehors du droit, c'est-à-dire par des rapports de force, des états de fait, par des états de fait. La création d'états de fait qui peuvent réduire, limiter les risques de déstabilisation. Donc on préfère mettre tout sur la table et évoquer ce genre de choses pour ne pas apparaître comme des naïfs. Et puis le deuxième moment, c'est le moment électoral. Le moment électoral, c'est dans le cadre actuel, d'abord entre le premier tour de l'élection présidentielle et le deuxième tour, il peut se passer des choses. Pardon ? Oui, ça c'est dans l'hypothèse où est là, c'est ne passe pas au premier tour. Donc, au deuxième tour, entre le premier et le deuxième tour, selon le résultat du premier tour, il peut se passer des choses. Je ne vais pas jusqu'à parler d'un putsch militaire, mais cette hypothèse existe. Et donc, il faut l'envisager. Il y a toujours un risque de cette nature. En tout cas, entre le premier et le deuxième tour, il peut se passer des choses. Ensuite, il y a un deuxième moment qui est entre le dimanche soir de l'élection du deuxième tour et l'investiture par le Conseil constitutionnel, puisque vous ne savez pas, j'en sais rien, que on connaît le résultat à 20h, parce que sur les écrans, à la télé, on voit l'image qui se découvre du nouveau président. Mais est-ce que pour autant, légalement, le nouveau président est le président? Il n'est pas le président. Il ne sera président que par l'investiture du Conseil constitutionnel quelques jours après. Donc il y a encore quelques jours une sorte de vide juridique pendant lequel il peut se passer des tas de choses. Donc nous, ça nous intéresse de regarder tout ce qui se passe et de voir les possibilités pour éviter qu'il y ait encore une fuite massive des capitaux ou on ne sait quoi. Ce qui veut dire que le président, dès ce moment-là, ça a d'ailleurs été fait dans l'histoire. Je crois que c'est Giscard d'Estaing, me semble-t-il. Enfin bref, il a commencé à prendre des décisions avant d'être investi. Ça veut dire que là, dès le dimanche soir, sans être investi, celui qui arrive premier, qui n'est pas encore président de la République, mais qui arrive premier au deuxième tour, doit prendre des décisions. Par exemple, il doit réquisitionner la Banque de France le soir même. Comment? En nommant les administrateurs provisoires et en invitant les militants syndicaux de la Banque de France et de l'extérieur à occuper les locaux présents. Voilà le genre de choses à faire dès le dimanche soir. Hein, donc, bon, voilà, on va mettre ça en dimanche là. Ah, mais pas demain, pas demain, on attend encore un peu. Voilà. Donc, ensuite, il y a un deuxième moment entre le deuxième tour de la présidentielle et le premier tour de la législative, un autre moment entre les deux tours des législatives, et entre le deuxième tour des législatives et la première réunion de l'Assemblée nationale. Ce sont des moments très particuliers qui sont des moments où il y a un certain vide juridique. Mais le vide juridique est très intéressant parce que c'est précisément dans les vides juridiques que l'on peut créer des états de fait grâce à la mobilisation populaire. Et donc, il y a à travailler, et on l'a vu, c'est pour ça qu'on a aussi parlé de Conseil national
était un pouvoir extra-légal, qui a permis de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas pu résoudre dans un cadre légal. Donc, c'est intéressant pour nous d'identifier ces moments, d'en débattre publiquement et d'avoir une discussion politique. Et puis le troisième et dernier moment, c'est après les élections, évidemment, après les élections législatives et l'articulation entre le président de la République et la nouvelle majorité. Donc voilà l'état de nos réflexions. Nous travaillons encore une fois sur un plan d'idées, et nous nous mettons d'accord pas à pas, par discussion, sur les idées et sur les idées principales, c'est-à-dire sur une hiérarchisation de nos idées, en commençant par les idées qui nous paraissent principales. Donc voilà, à partir de là, on peut avoir une discussion sur ce que vous inspire cette façon de procéder, donc sur la méthode, et sur le contenu, évidemment.